Bonjour à tous, il est 11h05, je vous propose de démarrer aujourd'hui. Martin Argent, je suis le cofondateur de la société EasyVirt. On développe le logiciel DCScope. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet du Green IT et de la virtualisation avec comme débat, est-ce que la virtualisation, c'est vraiment Green IT ou pas? On va essayer de présenter ce sujet pendant 45 minutes. L'objectif, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. C'est un débat qui reste ouvert. Cette présentation, je l'ai faite de nombreuses fois, mais je l'ai repackagée dernièrement là, pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous bien. Je vais présenter d'abord un petit peu EasyVirt, après on va présenter les différentes définitions autour de la virtualisation du Green IT. Et sur la fin, mais très rapidement, je ferai une petite présentation de DCScope, comment on aborde ce sujet. Si on prend notre histoire pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, on est une société innovante française nantaise. On est issu de la recherche à l'école des mines de Nantes. Mon associé, en 2009, avait gagné le prix de la croissance verte numérique avec une solution qui permettait de déplacer les machines virtuelles pour avoir le minimum de serveurs physiques allumés pour optimiser la consommation électrique. En fait, l'intérêt, c'est que on sait très bien que les serveurs sont tout le temps allumés tout le temps. On n'a pas besoin de la même capacité en même temps. L'intérêt de la solution, c'est ça permettait d'optimiser et d'avoir le minimum de serveurs physiques à un instant T pour optimiser la consommation électrique. Donc sur cette idée-là, on a créé la société en 2011. On a gagné plein de concours. On a plein de labels dans tous les sens. Je ne vais pas rentrer sur tous les sujets. En fait, c'était une super idée, mais en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'on ne vendait rien. Donc, quand on crée une société, c'est pas super. Et pourquoi on ne vendait rien? Parce qu'on intéressait les services achats, les services développement durable, les services généraux. Mais quand on était côté services informatiques, on était plus perçu comme une contrainte que comme un atout, sachant que ce qui compte, le point principal côté direction informatique, c'est le niveau de service. Donc là, avec notre sujet où on arrêtait les serveurs en direct, on faisait plus peur, sachant qu'en plus, la plupart du temps, le service informatique ne paye pas toujours la facture électrique en direct, et c'est même s'il la paye, c'est une petite cote-part de son coût électrique global, de son coût global informatique plutôt. Donc en 2011, on s'est posé beaucoup de questions, on s'est rendu compte qu'on ne vendait rien. Donc on a été voir l'ADEME, l'Agence de l'environnement, et on a proposé à l'ADEME de réaliser des audits avec une autre société qui s'appelait Qualitaire à l'époque, qui s'appelle Greenspector maintenant. On a été voir l'ADEME, on leur a dit, on n'arrête pas de dire que l'informatique consomme beaucoup, mais on n'a aucune valeur réelle de ce que c'est dans les organisations. Donc on a proposé un protocole de mesure à l'ADEME, l'Agence de l'environnement, qui a validé le protocole. Et suite à ça, on a réalisé 70 audits dans différentes organisations, entreprises, collectivités, etc. Et cette phase de mesure, elle permettait de mesurer toute l'informatique dans les organisations pour voir quelles étaient les consommations réelles et quels étaient les leviers d'optimisation. Suite à ça, on a fait un livre blanc qui est sur notre site ou disponible sur le site de l'ADEME. Et on s'est rendu compte après que c'était la plus grosse opération réelle de mesure qui s'était faite au niveau européen, voire mondial. N'hésitez pas à aller consulter ce livre blanc. Si on revient sur l'aspect plus lié plus à la partie virtualisation, le constat qu'on a fait aussi lors de ces différents audits, c'est que tout le monde avait virtualisé ses serveurs. Donc ça, c'était une très bonne chose, on verra un peu plus loin. Mais par contre, on s'est rendu compte assez vite que cette virtualisation n'était pas toujours très bien pilotée. On verra plus loin qu'il y a beaucoup de leviers d'optimisation par rapport à la virtualisation des serveurs. Suite à ce constat-là, en 2015-2016, on a redéveloppé un logiciel côté EasyVirt et DCScope. Et depuis qu'on a redéveloppé DCScope, c'est un outil qui permet de piloter la virtualisation de façon simple et efficace sous VMware. On est en forte croissance depuis 2017 et on développe notre réseau de partenaires en France et à l'étranger. Sachant que maintenant, on a plus d'une centaine de références en France, que ce soit des hébergeurs, des collectivités, des universités, des écoles, c'est très très varié, sachant on a même le musée du Louvre ou le centre Pompidou, il y a vraiment, ce qui fait le point commun de tous ces clients-là, c'est qu'ils ont des serveurs virtuels sous VMware et ils sont conscients qu'ils ont besoin de mieux piloter et optimiser tout ça. Si je continue, nous on est très proche, donc la virtualisation c'est principalement du VMware en France et dans le monde.
Et donc, on est très proche de la communauté et de l'écosystème VMware, parce que notre objectif, c'est d'avoir un outil qui soit simple et efficace et qui réponde aux vrais besoins. On a participé à tout ce qui est VMUG, c'est UserCon, c'est les communautés des utilisateurs VMware. Et l'année dernière, on était présent au VMworld. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le VMworld, c'est un très très gros événement. Il y en a 2 dans le monde, le VMworld, où il y a à peu près 20 000 personnes à Barcelone, dans lequel en fait il y a toute la communauté des partenaires, des utilisateurs. Et donc on était le seul éditeur français avec un stand au VMworld. Si on zappe côté Green IT, on va aller directement dans le vif du sujet. Il y a un constat qui est partagé par tous, c'est que l'environnement, non, l'informatique n'est pas que positif sur l'environnement, en fait, n'a pas qu'un impact positif sur l'environnement. Je dis ça parce que ces derniers temps, au début, on a tendance à dire oui, l'informatique c'est bien, c'est positif, ça permet de faire du télétravail, etc. Mais on oubliait un petit peu le côté noir de l'informatique, c'est-à-dire que l'informatique ça consomme beaucoup, et souvent on s'arrête à ça, mais pas que. Il y a aussi un impact très très fort sur la fabrication du matériel et le recyclage. À la fois un impact sur l'environnement, mais aussi sur le social. J'aime bien le slide de droite, là, où on voit que la fabrication d'un serveur de PC, etc., ce n'est pas que vertueux, en fait. Et donc, on va voir sur la suite du sujet que on peut optimiser tout ça, on peut améliorer tout ça. Si on continue sur un autre point qui nous paraît primordial, ainsi que l'informatique numérique, c'est pas intrinsèquement bon ou mauvais. Ça, c'est vraiment, on est convaincu de tout ça. Et c'est vraiment ce qu'on va en faire et comment on va l'utiliser qui fait la différence. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une petite question à vous poser. C'est quel est le point commun entre un astronaute et un email? Là, je vais répondre directement parce que vous n'êtes pas forcément disponible pour répondre, mais en fait, c'est 70 kilooctets. C'est quoi ces 70 kilooctets? C'est que, en fait, dans les années 70, début 70, c'est ce qui a suffi en termes de capacité de stockage pour envoyer la mission spatiale Apollo. C'est aussi le poids moyen actuellement d'un email en 2018. Donc on voit qu'on est capable de faire énormément avec peu, mais aussi peu avec énormément. Et là, on voit vraiment que les leviers, la puissance de l'informatique, comment c'est utilisé. Si je reviens sur quelques définitions, si on prend le sujet, c'est Green IT, c'est quoi pour l'informatique durable, numérique responsable? C'est le point clé, c'est comment on va faire que l'informatique consomme moins. Il y ait moins d'impact sur l'environnement. Que ce soit au niveau de l'énergie, ça souvent on pense à ça, et tout ce qui est ressources, et également pollution. Il ne faut pas confondre aussi avec le Green IT 2.0 ou le IT for Green, c'est en quoi l'informatique va aider l'environnement et permettre aux entreprises, aux organisations de baisser l'impact sur l'environnement. Et c'est vrai que l'informatique peut vraiment beaucoup aider là-dessus. Des webinars comme actuellement, ça évite de se déplacer, même si actuellement on n'a pas le choix. C'est souvent quand même un gros levier pour éviter de se déplacer. Quand on fait du télétravail, du covoiturage, etc., c'est grâce à l'informatique. Il y a énormément de leviers. Comme je sais que dans l'assistance, il y a à la fois des gens techniques et des gens qui sont moins techniques, je vais aussi revenir sur la partie virtualisation. Le sujet de la virtualisation, c'est quoi? À mon avis, le schéma permet de comprendre vraiment quelle est la différence entre un serveur physique et une machine virtuelle. Avant, ou encore maintenant, j'avais une machine physique, un ordinateur, un serveur, et j'avais un système d'exploitation, un operating system, et une application. Là, et dans cette machine physique utilisait le CPU, la mémoire, le disque, etc. Maintenant, avec la virtualisation, la grosse force de la virtualisation, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs OS, plusieurs systèmes d'exploitation, dans une même machine physique, et plusieurs applications également. Et le gros intérêt d'avoir toutes ces machines virtuelles, ou VM, je vais souvent citer le mot de VM, Virtual Machine, c'est qu'en fait, ces VM, elles vont pouvoir être très nombreuses sur une même machine physique et elles vont pouvoir partager les ressources de la machine physique. Ça, c'est un point clé et très important, et c'est ce qui fait la grosse force de la virtualisation. Un autre sujet très très important, c'est l'effet cascade ou l'effet boule de neige, ou alors
là, sinon plutôt toute la chaîne de production d'informations et toute la déperdition d'énergie sur toute la chaîne de production. Et ce qu'on voit, c'est que pour 100 watts produits, finalement, on a moins d'un watt utile pour le business, enfin, utilisé avec l'information. Et cette déperdition, elle se fait sur toute la chaîne. Il y a une grosse part qui est faite lors de la production de l'énergie, et après on rentre dans le data center, on pense souvent au refroidissement, à l'éclairage, aux onduleurs. Après on est sur la partie serveur, il y a les ventilos, il y a l'alimentation. Et après on voit il y a une partie qui est la sous-utilisation des serveurs. Souvent les serveurs, qu'ils soient physiques ou virtuels, on verra qu'ils ne sont pas forcément très bien utilisés. Et après, des applications qui ne sont pas forcément bien éco-conçues, c'est pas forcément efficient. Et après, il y a des applications qui ne tournent pas forcément pour quelque chose d'utile. Donc on voit que si on prend toute la chaîne, il y a une déperdition énorme sur toute la chaîne d'information et de production pour l'informatique. Ici, nous, on va travailler avec des DSS-Code plutôt sur la sous-utilisation des serveurs. On travaille aussi avec une autre société nantaise qui s'appelle Green Spector, qui elle est spécialisée sur l'éco-conception logicielle. Comment je fais pour que mon logiciel consomme moins. Et donc, si mon logiciel est mieux développé, je peux mettre plus de logiciel bien développé qui va moins consommer sur les non-serveurs. Je continue, si on renverse la chaîne et qu'on prend toute la partie salle serveur, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que on part du serveur et on va remonter au niveau de la partie bâtiment. Et ce qu'on voit, c'est que, salle serveur, ce qu'on voit, c'est que pour 1 watt économisé au début de la chaîne, au niveau de la partie serveur, j'ai quand même, c'est un slide qui date un petit peu, mais grosso modo, j'ai un effet, un levier de 2 à 3 de watts économisés. Pourquoi? Ben parce que si j'optimise à la source, ben, j'aurais peut-être moins besoin, je consommerai moins sur mon serveur, et je consommerai moins sur toute la chaîne derrière. Là, c'est très très important, et là on vient sur le débat de l'intérêt de la virtualisation notamment, qui permet finalement d'avoir moins de serveurs physiques. Je continue, donc si on se dit ça, c'est que la virtualisation, vous avez bien compris, c'est hyper vertueux. Parce qu'au lieu d'avoir 50 serveurs physiques, potentiellement, je peux avoir un seul serveur physique avec 50 machines virtuelles. Donc là, on va diviser par 50. Et quand on voit aussi derrière le nombre de serveurs, la chaîne d'applications, tout l'effet cascade dont j'ai parlé auparavant, on voit que c'est énorme cet effet de levier. C'est super. Et on voit bien, moi je me suis amusé à rechercher aussi des articles quand on a commencé à virtualiser, notamment, ça fait des années qu'on virtualise, mais en 2009 ça s'est ressenti, on a connu une petite baisse de la vente de nombre de serveurs dans le monde. C'est intéressant. Donc on voit que oui, la virtualisation, c'est très green, parce qu'il y a des effets très vertueux, on peut mutualiser les ressources physiques. Mais la question que je me suis posée, et on voit bien, j'ai repris les slides de vente de serveurs en héritier depuis 2008. Je n'ai pas les dernières données, mais si j'ai regardé les dernières données, ça continue à monter un nombre de serveurs. Pourquoi il y a autant de croissance dans le nombre de... Pourquoi juste entre 2008 et 2010, ça s'est passé à la figure, et depuis ça remonte sans arrêt. Très clairement, on constate qu'il y a, et nous on va faire notre analyse en face du client, c'est qu'il y a un vrai effet rebond, et il y a aussi beaucoup d'effets de bord liés à la virtualisation. Oui, mais non, car effet rebond très important. Un point qui est très clair, c'est que déployer une machine virtuelle, c'est beaucoup plus simple que d'acheter un serveur physique, l'installer, se le faire livrer, l'installer et le mettre en place. Donc c'est très simple, il faut l'avoir en tête, c'est très simple de déployer un serveur virtuel. Donc c'est aussi un aparté, qui fait la force du cloud computing aussi derrière. C'est un peu la naissance du cloud computing. En plus, c'est super pratique d'avoir des machines virtuelles, parce qu'on va pouvoir démultiplier les environnements. Ceux qui sont plus dans l'informatique, ils vont comprendre qu'on va pouvoir avoir un serveur de test, un serveur de recettes ou d'intégration, un serveur de production, un serveur de formation. Je peux démultiplier énormément mes machines virtuelles. Et je peux même créer juste pour un petit besoin de faire une petite machine virtuelle dans mon coin parce que c'est pratique, je veux vérifier quelque chose. Donc on voit que rien que pour ça,
on verra plus loin que maintenant, j'ai des clients qui avaient 2000 machines virtuelles, ils n'avaient jamais, 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 ils avaient 2000 serveurs physiques avant. Le réel problème aussi, c'est qu'il y a un problème de maîtrise et de pilotage. La virtualisation, vous avez bien compris, ça ajoute aussi de la complexité. Ça ajoute des couches. On va mutualiser des ressources sur des serveurs physiques, donc on va partager des ressources physiques. Donc on ne sait pas forcément qu'est-ce qui est utilisé par quelle machine virtuelle, quelle est le taux d'utilisation, jusqu'où je peux aller dans le taux de remplissage de mes machines physiques par rapport à mes machines virtuelles. Ça rajoute un flou en fait, et ce que j'aime bien dire, c'est un flou et du brouillard. Et on constate actuellement, c'est que si on ne pilote pas tout ça, il y a vraiment un flou artistique. Et donc c'est à ne pas confondre avec le cloud computing, là je parle vraiment de brouillard. Et là, un autre constat qui est partagé pour tous, pour ceux qui font de la virtualisation, c'est que la virtualisation, globalement, elle n'est pas bien pilotée, pas bien maîtrisée du tout. On verra que dans toutes les infrastructures qui ont plus de 50 ou 30, 40 machines virtuelles, donc c'est des petites infrastructures, hein, c'est les petites mairies, c'est les petites collectivités, c'est les petites entreprises, et d'autant plus quand j'ai des centaines, voire des milliers de machines virtuelles, ben, j'ai des VM inutiles. On va voir qu'on aura des VM, des machines virtuelles qui sont mal dimensionnées, qui sont surdimensionnées. En fait, ils n'ont aucune visibilité réelle du film de la durée sur l'évolution des capacités. On ne sait pas exactement ce que font mes machines virtuelles, les serveurs physiques. En plus, ceux qui font du VMware, VMware et l'outil qui gère VMware, c'est le vSphere. En fait, lui, il va garder, celui qui va créer les machines virtuelles, vSphere, etc., et les gérer. Il garde la granularité. Il ne garde pas la granularité. C'est-à-dire qu'au bout d'une journée, une semaine, etc., toutes les données sont moyennées. Donc on ne sait pas exactement ce que font les VM dans la durée. Ce qui fait que c'est que pareil, ça donne de l'incertitude. L'autre point qui est très important, c'est que quand je pose la question à tous les responsables d'infrastructure, comment vous faites du capacity planning? Ben actuellement, ils font tous du capacity planning, soit avec une boule de cristal, ça c'est vraiment le pire, soit au doigt mouillé, soit à la louche, au mieux avec Excel. Et comme, je vous rappelle, ce qui est principal, le point clé au niveau des directions informatiques, c'est le niveau de service. Il faut que ça tourne. Donc quand on est à ce niveau-là de précision, ben, on a tendance, quand on se pose des questions, quand on se dit, oh là, je suis bientôt à risque, à racheter des serveurs physiques, en rajouter, en réinstaller. Et donc, on va tendance à avoir rajouté des serveurs alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Ça, c'est un point vraiment clé, l'aspect capacité. L'autre point aussi, un point clé, c'est que comme on manque d'informations pour communiquer en interne, comme on est dans le flou, ben, on a tendance à pas trop savoir en nous. Il n'y a pas d'indicateur de pilotage. Si je reviens sur la chaîne de production de l'informatique, là, si on prend au début de la chaîne, j'en ai parlé un petit peu, on peut travailler sur l'éco-conception logicielle, la densification des serveurs, c'est là où on travaille, l'optimisation du matériel, l'optimisation de la salle serveur. Dans toutes ces étapes-là, il est très important de mesurer, ça c'est dans les bonnes pratiques, pour prendre conscience et optimiser. On voit très bien qu'on a un petit peu, et pas toujours, des indicateurs sur les salles serveurs, combien elles consomment, combien elles évoluent. Il y a la notion de PUE, pour ceux qui connaissent, c'est Power Usage Effectiveness. Mais sur le reste de la chaîne, il n'y a pas forcément de mesure. On verra que nous, on a une capacité de mesurer la consommation des serveurs physiques, mais aussi, on va affecter un coût électrique à la VM. Sur notre partie qui nous intéresse, sur la densification des serveurs, on a pas mal de points qui sont très, très, très importants. On voit là, à droite, c'est une partie de notre écran de notre solution DCScope. Et ça, chaque carré, c'est une machine virtuelle. Là, il y a 243 machines virtuelles qui tournent. On est sur une base de données réelle, et c'est le cas partout comme ça. Ici, on n'a pas de machine virtuelle noire. Une VM noire, c'est une VM qui est sous-dimensionnée. Elle est en souffrance. Et là, généralement, pourquoi on n'en a pas? Parce qu'on est au courant. Quand elle est en souffrance, il y a des outils de supervision qui alertent parce que la VM souffre, parce qu'elle n'a pas assez de CPU, elle n'a pas de RAM, ou elle est en souffrance. Et comme on est sur un critère de niveau de service, on le sait tout de suite. À l'inverse, toutes les VM rouges et jaunes, c'est des VM qui sont surdimensionnées. Les rouges, c'est des VM qui font quasiment rien tout le temps, et les jaunes, c'est surdimensionné.
Généralement, là, on n'est pas alerté. On n'a pas l'info là-dessus. Parce que ça tourne et on ne se pose pas vraiment la question de bah, est-ce qu'on pourrait faire mieux avec moins. Les VM vertes, c'est les VM qu'on considère comme bien dimensionnées. Une VM verte, généralement, il y en a 20%. Il y a 20% d'VM bien dimensionnés. Ça veut dire qu'il y a 80% de VM qui sont surdimensionnés à l'inverse. Vous voyez, et ça, c'est un constat qui est partagé partout. Après, pourquoi il y a des VM qui sont surdimensionnés? Ben, je vous dis, un, parce que c'est pas quelque chose qu'on regarde, c'est pas quelque chose qu'on pilote. Deux, souvent, il y a les éditeurs qui poussent, en fait, qui vont préconiser de mettre des grosses machines virtuelles. Et souvent, ils se basent sur des problématiques de serveurs physiques, et ils ont appliqué les mêmes ratios sur les serveurs virtuels, ce qui est un peu bête, on verra. Souvent, on va demander des grosses machines virtuelles pour se rassurer, et on ne va pas vérifier lors de l'usage qu'elles sont vraiment nécessaires, et donc on ne va pas optimiser tout ça. Ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est que ce qui est très important, c'est gérer le cycle de vie de la machine virtuelle. Et gérer le cycle de vie de la machine virtuelle, c'est quoi? Ben, c'est toutes les étapes, c'est la phase création, redimensionnement, arrêt, suppression. Généralement, les clients, on dit très fort sur la phase 1, la phase création. On déploie, on déploie, on déploie, on déploie. Mais gérer le redimensionnement et la suppression, ce n'est pas des choses qu'on fait. Vous voyez, c'est un point. Un autre point qui est très très important sur la densification des serveurs, c'est qu'il faut être en capacité de bien connaître ce qui se passe, être capacité de ce que font les mêmes, quel est le besoin derrière. Alors là, je vais rentrer un peu dans la technique. Pour ceux qui font du client léger, ce qu'on appelle du VDI, on a un critère d'allocation qui est plutôt on va peut-être un peu moins sous-alloué. VMware, alors je rentre dans la technique, VMware dit qu'il faut allouer 4 vCPU par cœur logique. Sur du VDI, peut-être plutôt faire du 2, voire moins densifié. À l'inverse, quand on a des VM qui font très peu de choses, des choses comme ça, là on va peut-être permettre de faire de la surallocation. On va mettre de plus de serveurs physiques, plus de VM par rapport à un serveur physique. On peut optimiser la charge en fonction des usages. On voit très bien actuellement, comme on pilote, on a un peu la tête dans le guidon, etc., c'est que moi je vois très bien les organisations que je rencontre, elles vont densifier pareil les serveurs physiques ou les serveurs de production, non les serveurs de production, comme les serveurs de test ou les serveurs de formation. On comprend bien qu'un serveur de production, il y a plus d'enjeux que sur un serveur de formation. Donc sur un serveur de formation, on peut peut-être se permettre de densifier plus les serveurs, mettre beaucoup plus de machines virtuelles. On peut être en capacité aussi, pareil sur les serveurs de test. On peut peut-être aussi se permettre si on connaît un peu la vie des serveurs virtuels, de les arrêter, les redémarrer en fonction des besoins. Il y a vraiment plein de choses à faire. On peut éteindre, et ça, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément. Il y a un autre point qui est important, c'est que actuellement, les infrastructures sont calibrées en fonction des pics. Comme c'est le niveau de service qui compte, on ne peut pas se permettre de dire au moment où j'ai beaucoup, beaucoup plus d'activité, je vais dégrader mon service. Donc actuellement, on va plutôt avoir une infrastructure qui est énorme et qui va juste être utile pour peut-être pour gérer les pics sur 10% du temps. Là, il y a peut-être des solutions qui permettent de faire ce qu'on appelle des débordements sur du public ou sur d'autres choses. Donc, sur un peu technique, mais c'est des notions il y a plein d'effets leviers qui vont permettre d'avoir d'être beaucoup plus efficient à ce niveau-là. Là, ici, j'ai refait un petit exercice qui vient d'un KRL pour vous montrer l'effet de levier. On s'en fiche des coûts des euros, là, même s'il y a il y a des enjeux énormes là, aussi sur les coûts globaux. Cet exercice, il dit quoi? On est chez un client qui a 220 serveurs physiques, qui porte un peu plus de 4000 machines. Donc il y a un ratio de 19 machines, de 19 VM par serveur. Chez ce client-là, il y a une très forte croissance de quasiment 30% par an. Donc si on continue à ce rythme-là sur 5 ans, avec cette croissance-là, avec cette densification, dans 5 ans, on a 220 serveurs physiques, dans 5 ans, on aura 800 serveurs physiques. Vous voyez, c'est énorme. Donc on reprend l'effet cascade des familles de neige, et ça nécessite de fabriquer beaucoup de serveurs, ça va nécessiter aussi derrière de peut-être rajouter des salles serveurs, donc de climatiser, c'est énorme, en fait, le levier est énorme, d'un point de vue environnemental. Par contre, si on optimise, c'est-à-dire qu'on va rationaliser, gérer le cycle de vie, supprimer les VM inutiles, si on densifie un peu plus aussi
euh, ces, ces serveurs physiques. Si on passe de 19 à 23, on densifie pas beaucoup plus, hein. On est sur un taux de densification qui est pas beaucoup plus fort. Et finalement, en nettoyant, en optimisant, etc., on sera à 500 serveurs au bout de 5 ans au lieu de 800. C'est pas l'idéal, hein, c'est pas encore là, mais on pourrait faire mieux. Et on voit qu'on va économiser la fabrication, l'achat, l'installation de 300 serveurs. On va économiser la consommation électrique de ces 300 serveurs. On va économiser le recyclage de ces 300 serveurs. Je vous laisse calculer tous les gains qu'il y a derrière si on reprend ce système-là. Vous voyez que l'effet de levier, il est énorme là-dessus. Il y a un effet très très fort. Donc là, j'ai redépeint très rapidement l'aspect de la virtualisation. Je vais vous montrer après comment dans DCScope on fait ça. Euh, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous contacter. DCScope, la solution que je vais vous présenter maintenant, elle est testable. La version d'essai 30 jours. Vous allez sur notre site, vous déployez, vous l'installez. Ça, c'est très rapide, c'est très facile à installer. Et vous avez le droit à un 30 jours d'essai gratuit. Qu'est-ce qui fait la grosse force de la solution? C'est que nous, DCScope, c'est une solution qui s'installe très rapidement. Comme je vous disais, qu'il y a une très très forte granularité dans la conservation de la donnée, donc on est capable d'analyser très finement ce que font les données. Nous, on s'est rendu compte aussi que les services informatiques n'ont pas le temps, sont nés dans le guidon, qu'il faut que la solution soit simple et efficace, donc elle est très intuitive, avec très peu de paramétrage, on va identifier ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, faire des recommandations d'optimisation, vous allez voir, faire du capacity planning, et elle est développée avec les besoins clients. Et nous, on a toujours cette philosophie, comme je vous l'ai dit, on vient du monde du Green IT. Finalement, ces derniers temps, je ne vous l'ai pas dit, mais on ne disait plus à nos clients qu'ils faisaient du Green IT, parce que ce n'était pas forcément, c'était même contre-productif. Mais mine de rien, quand les clients évitent de racheter des serveurs physiques, rationalisent, etc., ils font du Green IT, en plus d'économies. Et donc, il y a des vraies économies à retour sur investissement. Je vais vous présenter la solution. Alors là, normalement, vous devez voir DCScope. Qu'est-ce que fait DCScope? Là, ici, c'est comment ça marche DCScope. DCScope, donc c'est une machine virtuelle qu'on rajoute chez le client. On est désolé, là, on rajoute une machine virtuelle qui va se connecter à VMware ou à plusieurs vCenter de VMware. Et une fois qu'on est connecté, on va stocker dans notre propre base de données toutes les VM, toutes les machines virtuelles et les analyses. Je vais aller très rapidement zoomer sur quelques petits points, trucs et astuces qui permettent d'optimiser. Nous, on a une notion de filtre, donc on va pouvoir, ici, là, on voit l'ensemble de mon infrastructure client, et comme je vous disais tout à l'heure, là, il y a 1343 machines virtuelles, et on voit très peu de machines noires, là, c'est des machines qui sont en souffrance, elle est à 99% d'utilisation en CPU, et donc là, je vous dis, on a très peu parce que la supervision est là. Par contre, on voit très bien qu'on a 20% de VM vertes, et toutes les VM jaunes et rouges, pour rappel, elles sont surdimensionnées. Sur toutes ces VM qui sont surdimensionnées, on va préconiser de redimensionner. On va calculer, ben, par exemple, sur la partie vCPU, ça serait bien d'enlever des vCPU. L'intérêt de ça a deux intérêts. C'est qu'on va gagner en ressources, utilisation, en termes d'analyse, mais on va aussi gagner en performance. Pour ceux qui ne sont pas techniques, il faut savoir que rajouter du virtual CPU, quand on en rajoute trop, ça va créer des files d'attente. Imaginez, j'ai une machine virtuelle qui a 8 vCPU. Souvent, le réflexe, c'est de dire, moi j'avais une machine qui avait 4, j'en rajoute des vCPU parce que je vois qu'il y a de plus en plus qu'elle est en souffrance. En fait, une machine qui a 8 vCPU, si dans le serveur physique, il n'y a pas 8 vCPU disponibles, ben, la machine est en train d'attendre. Par contre, peut-être que si elle n'avait que 4 vCPU, et qu'il y avait 4 vCPU disponibles sur le serveur physique, elle serait en train de tourner, elle serait plus performante qu'avec trop de ressources. Et on voit bien que cette notion de partage de ressources physiques là, avec la virtualisation. Donc pour revenir à DCScope, ici on va préconiser du redimensionnement, que ce soit en CPU, que ce soit en RAM, que ce soit également toutes les VM qui sont idle, qui font très très peu de choses. Nous, pour info, on a des ABAC, aussi une VM qui fait très peu de choses. Vous avez vu toutes les VM qui sont rouges, ce qu'on appelle les VM idle. Une VM qui... La virtualisation, comme je le disais, rajoute de la complexité. Une VM idle, c'est une VM qui fait très peu de choses, c'est très très compliqué de se rendre compte qu'une VM ne fait rien. Parce qu'une VM, elle aura de l'activité même si personne ne l'utilise. Je m'explique. Imaginez que cette VM a été créée il y a 2 ans pour un POC, pour un Proof of Concept. Souvent, c'est le cas de figure. On revient
Et je reviens, les équipes ont changé, on sait pas qui gère ces VM, et on voit très bien, quand j'analyse les courbes, quelle est l'activité. Mais cette activité, elle peut être créée que par VMware. VMware crée sa propre activité. L'antivirus, la sauvegarde. Et on voit que c'est vraiment une très belle activité, mais même si personne l'utilise. Et donc, si on n'est pas capable d'analyser cette machine virtuelle, on va la laisser tourner. Nous, on a des rapports sur lesquels on va pouvoir analyser tout ça. Hop, je me suis trompé de rapport. Ici, par exemple, dans mes équipes, il y a quelqu'un qui a fait une partie de sa thèse sur le sujet, c'est comment identifier qu'une VM faisait rien. Alors pareil, je rentre un peu dans la technique. Ici, ça c'est un tableau sur toutes les VM qui font très peu de choses. La VM 435, elle a des croix partout. Ça veut dire que 100% du temps, parce qu'elle est dans la colonne 100, elle n'a jamais dépassé 2% d'activité en CPU en RAM. Comme elle n'a pas dépassé 2, elle n'a forcément pas dépassé 5 ni 10, etc., etc. Donc cette VM-là, l'intérêt du tableau, c'est qu'on va aller voir les VM qui ont plus de croix, prioriser les VM qui font de moins de choses. L'autre intérêt du tableau, c'est qu'on ne va pas oublier des VM inutiles. Nous, on avait des VM inutiles dans cette dernière colonne, qui avait qu'une croix comme dans cette dernière colonne-là. C'est-à-dire que des VM qui n'ont pas dépassé, 1% du temps, n'ont pas dépassé 10% d'activité. On enlève quand même beaucoup de points, mais des fois, il y avait des VM quand même qui étaient inutiles malgré ça. Et donc, l'intérêt de ce tableau-là, c'est de prioriser les VM qui font moins de choses et de ne pas oublier de supprimer certaines VM. Vous voyez, c'est un cas d'usage. Qu'est-ce qu'on a comme truc et astuce? Le capacity planning. Comme je vous disais tout à l'heure, généralement, les gens font du capacity planning au doigt mouillé à la louche parce qu'ils n'ont pas d'outils simples et efficaces. Ici, je suis dans le capacity planning. Je vais retourner. Là, je suis dans le filtre all. On va plutôt prendre un cluster, un sous-ensemble, parce que là, on a une notion de filtre. On peut travailler sur des sous-ensembles. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, j'ai mes données de location, mes données de consommation. Ce que j'avais dans le dashboard, voilà quand est-ce que je serai à saturation. Prochaine date de saturation, première information. Et en dessous, on va calculer si on est capable d'intégrer un nouveau projet. On va pouvoir tester, je mets un nouveau projet avec des nouvelles machines virtuelles, je vais tester ça. Et en même temps, je peux cumuler ma simulation en disant, mais moi, je veux que ça tienne, même si je fais tomber X serveurs physiques. J'ai une notion de résilience de mon infrastructure, une notion de ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. Et donc là, en 2 clics, je suis capable de simuler. Je crée ce nouveau projet avec ces 21 VM, et je fais tomber 3 serveurs physiques en parallèle, et je vois si ça tient ou ça ne tient pas. Et tout de suite, DCScope va être en capacité de me dire, oui, ça tient, ou non, ça ne tient pas, et qu'est-ce qui manque. Le gros intérêt, c'est que si ça tient, ben, on sait que ce n'est pas la peine de racheter les choses. Et si ça ne tient pas, ben là, ça ne tient pas parce que je n'ai pas la place. Je ne suis pas en capacité actuellement de mettre ce nouveau projet tout en faisant tomber 3 serveurs physiques. Et donc là, je peux exporter mon capacity planning, mon onglet, qui va me dire, ben voilà, il me manque des ressources de CPU, il me manque des ressources RAM. Hop, là, c'était pas le bon rapport, mais c'est le principe est là. Donc ici, on est vraiment sur une notion, au lieu de faire du capacity planning au doigt mouillé à la louche, je sais vers où je vais, je sais quand est-ce que je serai à saturation, et je sais qu'est-ce qui me manque exactement. Et après, s'il me manque des ressources, peut-être qu'il faut que j'aille faire du nettoyage optimisé. Il y a 2 notions en fait. Il me manque de ressources, soit je nettoie en interne, soit je rajoute des serveurs physiques, je rajoute des serveurs. On a d'autres trucs et astuces également. On a une notion de prix. Ici, souvent, en fait, mes clients ne savent pas du tout combien leur coûte une machine virtuelle. Ok, bon, ça c'est très intéressant, pouvoir piloter, surtout si je dois me poser la question est-ce que je vais aller dans le cloud public ou pas. Là, on va leur permettre de calculer très rapidement combien leur coûte une machine virtuelle. Mais c'est surtout ce qui va nous intéresser d'un point de vue Green IT, c'est la partie gaspillage. Dans les organisations qui sont un peu importantes, souvent, il y a des questions entre les équipes de production et les équipes études. Côté études, c'est ceux qui font du développement ou qui installent des nouveaux logiciels. Parfois, ils disent, nous, on a besoin d'une grosse machine virtuelle. On veut une grosse machine virtuelle qui fait 8 vCPU, 32 Go de RAM, je ne sais pas combien de Tera de stockage, etc., gigas de stockage. Côté production, ils disent, est-ce que vous êtes sûr que vous en avez besoin là? Vous êtes sûr? Ils disent, oui, on en a besoin, on a besoin. On installe la machine virtuelle et on se rend compte qu'elle est utilisée à très peu de pourcents, comme on voit ici sur l'ensemble de l'infrastructure. Quand on veut redimensionner la machine virtuelle, on leur dit, écoutez, est-ce que vous pouvez la redimensionner? On voit qu'elle est très peu utilisée. Souvent, ils nous disent, non, ça marche bien, on n'y touche pas.
Par contre, quand on leur dit, voilà les machines virtuelles qui ont une très grosse allocation et très peu d'usage, voilà combien elles surcoûtent, c'est bizarre, mais le levier pour les redimensionner il fonctionne beaucoup mieux. Ça, c'est quelque chose qui marche très 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 bien en termes de trucs astuces pour optimiser. Un autre point qui est très important aussi, qui est tout bête, je vous ai parlé du cycle de vie de la VM. Dans des CSCOP, on a plein d'informations, on a des courbes, etc. On a la fiche synthèse. Pareil, c'est des clients qui nous ont dit ça et c'est devenu un outil de communication entre équipes. C'est la carte d'identité de la machine virtuelle. Quand on a des équipes qui tournent, quand on a des centaines de machines virtuelles, c'est impossible de savoir ce que font chaque machine virtuelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est très important, c'est de gérer le cycle de vie de la VM. Donc, il faut être en capacité de savoir qui est le propriétaire de la VM. Donc là, je peux saisir ici ou remonter l'information, qui est le propriétaire. Si jamais je dois supprimer ou redimensionner la VM, à qui je m'adresse. On peut partager des informations également ici. C'est pareil, il y a des informations, c'est compliqué, de machines virtuelles. Comme je disais tout à l'heure, il faut être en capacité de savoir ce que font les machines virtuelles. C'est une machine virtuelle de ressources humaines qui tourne en fin de mois. Normal, qui a un usage fin de mois. Je peux potentiellement peut-être l'arrêter à certains moments, ou alors je me pose plus la question que c'est normal qu'elle ait qu'une activité fin de mois. Ou alors je me pose la question, VM qui fait très peu de choses, à supprimer, entre équipes, je me partage l'information. Je peux aussi également saisir des dates de fin de vie. Par exemple, je sais que c'est une machine virtuelle que j'ai installée pour 6 mois. Au lieu que cette machine, 2 ans après, elle soit en train de tourner, ben là, j'aurai une alerte qui me dira, attention, machine virtuelle en fin de vie, qui a une date de fin dépassée, etc., etc. Ça, c'est très, très important aussi en termes de gestion. Et c'est tout bête, cette gestion de cycle de vie de la VM. Et la carte d'identité de la VM, ça permet de bien gérer, de bien optimiser tout ça. On voit bien que dans la gestion de la virtualisation, il y a un côté outillage et un côté aussi process, mise en place de process de gestion et de mise en place de bonnes pratiques. Bon, dans l'outil, on peut encore faire beaucoup de choses, l'analyse, des recommandations, l'optimisation, etc. Mais on a aussi une notion d'alerting qui peut être en lien avec tout ça. Je peux faire de l'alerting temps réel, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, attention, j'ai des machines en souffrance, mais je peux aussi faire des alertes plutôt pilotage. Attention, j'ai des machines qui sont surdimensionnées depuis X jours. Attention, j'ai une machine, mon infrastructure sera à saturation dans moins de X jours. Comme ça, je commence à anticiper, à regarder s'il faut peut-être que j'optimise avant de racheter ma ressource. Je peux faire, c'est plutôt l'alerting de pilotage. Là. On est vraiment sur du pilotage, comment je gère, etc. L'ensemble. Je ne vous ai pas tout montré sur DCScope parce qu'on est vraiment un outil très complet. L'objectif du sujet, c'était plutôt la virtualisation et le Green IT sur la partie virtualisation. Je vais revenir au tout début du sujet. Que vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à mettre vos micros et à me poser vos questions. J'ai laissé un petit peu de temps pour ça en fait. Je vous écoute, est-ce que Juan, il y a des questions, des remarques? Oui. Euh, N'hésitez pas, Parce hein, que c'est vraiment le moment. il y a une question dans le chat qui dit pouvez-vous décrire les private cloud chez OVH? Ah, en fait, le private cloud chez OVH, je peux plus ou moins, je suis pas, on travaille avec eux, parce qu'ils sont partenaires, mais en fait, parce qu'ils ont compris l'intérêt de DCScope. Le private cloud de VH, c'est tout bêtement, soit j'ai mon infrastructure avec mes serveurs physiques qui sont chez moi, soit avec du VMware, soit j'ai mon infrastructure qui est gérée en partie ou totalement chez OVH ou chez un autre infogéreur. Voilà. Et l'avantage de la partie OVH, c'est que eux, dans leur offre, ils sont en capacité de dire en très peu de temps, ils peuvent ajouter un serveur physique. Et donc, je peux me dire ponctuellement, au lieu d'avoir, comme actuellement en interne, j'ai tout le temps 10 serveurs physiques pour gérer mes pointes d'activité, ben, je peux me permettre peut-être d'avoir que 4 serveurs physiques et de rajouter 6 serveurs physiques pour mes périodes de pointe qui sont très ponctuelles. Voilà un peu la logique, mais ça peut être jouable avec d'autres. Alors la question, pourrions-nous récupérer la présentation? On va la mettre en ligne sur notre site et on mettra aussi, on a enregistré aussi le webinaire. Le webinaire sera enregistré et sera mis à disposition sur notre site aussi. N'hésitez pas. Ok, merci. Est-ce que vous avez prévu d'intégrer des équipements
CO2 sur l'utilisation. Alors, j'ai pas vu tout le chat. Oui, en fait, on a des équivalents CO2. Ce que j'ai pas montré, c'est vrai que je suis allé un petit peu vite aussi sur DCScope. Sur DCScope, on a la capacité de remonter automatiquement le coût électrique des serveurs physiques. On remonte les coûts annuels et les coûts CO2. Et dans la partie reporting, et avec aussi des API, on va remonter le coût électrique par VM. C'est vrai que j'en ai pas parlé, et c'est très important, c'est que quand je parlais de mesures tout à l'heure dans la partie, dans les bonnes pratiques, nous, on est en capacité de mesurer le coût électrique des serveurs physiques et des VM. Et là, on vient de signer un très beau contrat avec Pôle emploi, et je les cite parce qu'ils sont très novateurs. Chez Pôle emploi, ils voulaient être en capacité d'afficher les coûts environnementaux de leurs services informatiques. Et donc, avec des CSCOP, ils sont en capacité actuellement de remonter le coût électrique de tous leurs services informatiques et leur coût CO2. C'est quoi l'intérêt? C'est un, de sensibiliser, de prendre conscience, et deux, d'agir. Et ils vont travailler aussi avec GreenSpector, l'autre société que j'ai évoquée, pour travailler sur l'éco-conception et l'optimisation de tout ça. Et ce qui est quelque chose, c'est vrai que c'est une très, très bonne question parce que c'est un sujet qui va revenir et qui va se développer de plus en plus, et j'en suis absolument persuadé, parce que, pour revenir sur l'aspect Green IT, autant il y a 10 ans, quand on a créé sa société, le Green IT, on en parlait, on me disait ouais, mais c'est un effet de mode. Moi, ça m'énervait parce que je pensais que c'était une vraie nécessité d'aller sur optimiser l'informatique. Sauf qu'effectivement, c'est un effet de mode. Le marché s'est vraiment cassé la figure après. Mais là, depuis 6 mois, 1 an, on a beaucoup, beaucoup d'appels entrants et de sujets qui arrivent. Notamment là, je sais que dans les personnes qui sont présentes dans le webinaire, il y a Cantis. C'est une société qui est spécialisée dans l'éco-conception logicielle. Ils m'ont appelé il n'y a pas très longtemps pour travailler sur ce sujet-là qui revient énormément. Pas l'éco-conception logicielle, ils travaillent sur l'éco-conception au sens large, sur les analyses cycle de vie et sur les bilans carbone. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai bien répondu aux questions déjà. Ouais. Oui, bonjour, Marion Leblond. Oui, bonjour, Marion. De Cantis, effectivement, merci de nous avoir mentionné. Merci d'avoir répondu à ma question sur le private cloud OVH. En fait, moi, ma question, c'était un peu du coup d'un point de vue optimisation pour toujours en ayant derrière les impacts environnementaux. Du coup, de ce que je comprends d'une solution private cloud OVH, on est quand même beaucoup moins dans l'optimisation que si c'est vraiment de la puissance partagée du type des offres de AWS qui peuvent être proposées mais totalement partagées, où là on peut vraiment optimiser la puissance mise à disposition, non? En fait, oui. De toute façon, dès qu'on est private cloud, dès qu'on est private au sens privé, on va moins mutualiser parce qu'on va mutualiser ses ressources à soi, en fait. Le principe est là. Et c'est vrai que quand on est dans du cloud computing au sens cloud public, là, la logique du cloud computing, c'est de partager de la ressource. En fait, on partage la ressource globale entre tout le monde. D'accord. Normalement, il faut aussi avoir plus de mutualisation. Mais ce qui est beaucoup plus difficile d'avoir des indicateurs sur tout ça, d'un point de vue environnemental. D'accord. Là-dessus. Et du coup, pourquoi on va partir sur une solution private cloud, par exemple, de chez OVH? C'est pour des questions de sécurité ou? Oui, c'est ça, ça peut être plein de questions. Après, c'est vraiment une question à la fois de sécurité, de choix technologique, de choix de gérer que c'est aussi, parce que on respecte son niveau de service, on est sûr de son niveau de service aussi. C'est vraiment c'est notre gestion, c'est vraiment notre gestion. C'est tout un débat stratégique. AWS, par exemple, ne garantit pas le niveau de service. Je rentre un peu dans les détails. C'est même un peu plus compliqué. Je pense qu'il faudrait qu'on rentre un peu dessus. C'est un peu plus compliqué que ça. Si, ils garantissent des niveaux de service, mais ça ne sera pas forcément nos applications, ça ne passera pas forcément d'autres types d'applications qu'on mettra en fait. D'accord, ok. Ouais, c'est un peu plus complexe que ça. Et en plus, il y a aussi des notions de migration. On a déjà un existant. La plupart des personnes actuellement gèrent on appelle des applications de gestion qui tournent sur de la virtualisation du serveur physique, et c'est déjà chez eux, ou ça peut être infogéré ailleurs, mais c'est pas forcément toujours facile de migrer ça sur du cloud public. D'accord, ok, merci. Alors, il y a une autre question, est-ce que vous pouvez intégrer des informations sur la durée de vie du matériel? Exemple, mes VM sont sur X serveurs physiques et le taux de renouvellement du matériel est de
pour pouvoir intégrer le coût financier et environnemental des serveurs physiques. On pourrait le faire actuellement, on ne le fait pas en tant que tel. On le fait quand on fait des audits spécifiques Green IT, mais on ne le fait pas là dans DCScope en tant que tel parce que c'est très très varié suivant les. Mais la question est bonne. Nous, ce qu'on veut faire là dans DCScope, on va rajouter, comme je vous le disais, on rajoute à chaque fois des fonctionnalités issues de nos besoins clients. Là, on va rajouter très prochainement un onglet Green IT dans lequel on aura des indicateurs très spécifiques en nombre de VM par serveur physique, mais en nombre de VM par processeur, avec des indicateurs aussi sur tout l'effet cascade aussi, combien ça gagne de diminuer le nombre de serveurs physiques. Du coup, on va essayer de gérer le coût environnemental complet. Je vois qu'il est 11h50. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez vraiment pas. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clôturer le webinaire ici. Merci en tout cas d'être venu. Merci bien. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On est complètement ouvert. C'est vraiment un sujet qui nous passionne et qui est vraiment important. Revenez vers nous. Si vous avez possibilité de tester la solution, n'hésitez pas. Parlez de nous aussi. C'est vraiment le bouche à oreille qui nous fait connaître. Donc, n'hésitez pas à parler de nous aussi également et à appliquer les bonnes pratiques chez vous, chez vos clients, chez vos partenaires. Et en tout cas, merci à vous d'être venus et puis je vous dis à bientôt.